Je vais essayer, après ces 3 interventions qui m'ont fait beaucoup réfléchir, même si je ne partage pas l'ensemble des constats, mais je partage la conclusion, heureusement, de Jean Carbonnier. Mais tous les juges, c'est peut-être parce que je suis à l'origine un juge judiciaire, tous les juges savent que la règle de droit est vulnérable et qu'elle échappe à ses concepteurs. Ça, ils le savent, et ils savent aussi qu'elle est vulnérable à cause de l'évolution de la société. Elle est vulnérable parce que la réalité sociale résiste à la règle de droit. Voilà. Donc c'est un constat. Je trouvais très intéressant votre exposé, mais c'est vrai que les juges judiciaires, ils le touchent tous les jours d'une certaine manière. Alors, je reprends mon intervention. Alors, je pourrais l'achever assez rapidement parce que le mot vulnérabilité, le Conseil constitutionnel jusqu'à présent ne l'utilise pas. Et c'est vrai qu'en discutant avec Marie-Daphné Perrin du thème de ce colloque, je trouvais intéressant d'utiliser le mot vulnérabilité parce que c'est un terme auquel j'avais beaucoup réfléchi quand j'étais présidente d'une fédération associative qui s'occupe toujours d'ailleurs d'insertion sociale, la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Et au fond, ce que je cherchais, c'est un terme qui soit compris par tout le monde, qui soit compris par les travailleurs sociaux, qui soit compris par les juristes, qui soit compris par les décideurs publics, qui puisse désigner une politique publique. Et donc, ce mot vulnérabilité émergeait un petit peu partout en Europe et ailleurs, et donc on a commencé à utiliser ce mot-là. Et au fond, je découvre un peu aujourd'hui, ou en travaillant sur ce colloque, que ce mot vulnérabilité, il émerge un petit peu partout, y compris chez les juristes. Alors, néanmoins, bien que ce ne soit pas utilisé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel comme concept, et on voit bien en vous écoutant tous, en écoutant toutes les interventions, que la traduction juridique de ce terme n'est pas encore aujourd'hui évidente, parce que on utilise les mots précarité, pauvreté, exclusion. Bien sûr, le mot vulnérabilité ne se confond ni avec la précarité, ni avec la pauvreté, ni avec l'exclusion, mais il existe des sous-ensembles communs. La pauvreté est une notion monétaire, la précarité introduit une notion d'incertitude, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et l'exclusion signifie qu'on est dehors, mais pas nécessairement pour des raisons financières. On peut ajouter les mots utilisés par Robert Castel, la désaffiliation, l'insécurité sociale, par Serge Pogam, la disqualification. On a parlé de quartier de relégation. Ces notions peuvent concerner des individus, des familles, des groupes d'individus. Et le mot vulnérabilité est remplacé dans le langage public aujourd'hui, remplace dans le langage public les mots exclusion et précarité, mais sans vraiment qu'une nouvelle définition émerge, en tous les cas une nouvelle définition qui puisse être partagée par l'ensemble des juristes. Donc on voit bien que le droit a du mal à saisir cette notion, parce que c'est une notion qui est pas nécessairement permanente, qui peut être isolée dans un temps assez court, à un moment de la vie d'une personne ou à un moment de la vie d'un groupe. Et le droit constitutionnel ne l'appréhende pas encore, parce que le droit constitutionnel est plus lent que les autres droits. Donc, la vulnérabilité introduit, et c'est ça qui est intéressant dans ces sociétés modernes, la notion de fragilité, d'incertitude. En cela, et c'est ça qui est compliqué, elle est inhérente à la nature humaine et donc universelle, mais la vulnérabilité dont nous parlons, les juges, les juristes, c'est-à-dire celle qui est susceptible d'être juridiquement protégée, c'est une vulnérabilité d'une intensité particulière, c'est une sensibilité particulière à un danger qui n'est pas nécessairement advenu. Ce danger peut être la conséquence de circonstances internes, l'âge, la pauvreté, la faiblesse physique ou intellectuelle, une fragilité momentanée ou permanente,
ou des circonstances externes. C'est le lieu où on vit, les conditions de vie, le taux de chômage, l'éloignement géographique, l'habitat dégradé, etc. Cette fragilité particulière, elle se caractérise par une difficulté à anticiper ce danger, à résister ou à lutter efficacement s'il survient. Mais la vulnérabilité, elle ne peut ne concerner que certaines circonstances, que certaines personnes, que certaines situations particulières. Et on peut parler, on en a parlé dans des interventions précédentes, du consommateur, du locataire, de l'emprunteur, qui ne sont pas nécessairement des personnes vulnérables, mais qui sont la partie faible d'un contrat. Si on regarde l'ensemble de ces vulnérabilités, parce que ce colloque s'appelle vulnérabilité, on voit bien qu'on a du mal, même si les juristes aiment beaucoup distinguer, ils aiment beaucoup les catégories, et au fond, c'est notre métier de faire des catégories. Au fond, la réalité humaine, elle échappe à ces catégories. Mais si on parle d'une manière générale de la protection des vulnérabilités, eh bien, il existe un consensus sur l'idée que les personnes les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'un état provisoire ou d'un état permanent, elles doivent bénéficier d'une protection particulière. Cette protection, elle résulte autant de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de la Convention européenne des droits de l'homme, que du bloc de constitutionnalité dont on parlait à l'instant. Même si la jurisprudence constitutionnelle, elle hésite encore sur les mots qu'elle doit utiliser. Mais au-delà de ce consensus, et on a vu tout à l'heure dans les interventions précédentes que c'est ce consensus, il existe aussi dans la société, d'une certaine manière, personne ne va vous dire qu'il est contre la protection des personnes les plus vulnérables, c'est comme personne ne vous dira qu'il est contre la pauvreté, etc. Sur ces idées assez générales, sur ces principes assez généraux, il existe un consensus dans la société, c'est lorsqu'on rentre dans les détails de ce consensus que les choses deviennent plus compliquées. Et au-delà du consensus sur les principes, la question qu'il faut se poser, c'est la protection est-elle effective? Moi, je ne vais parler que de la protection constitutionnelle, mais est-ce que cette protection est effective? Donc, pour apprécier la vulnérabilité d'un groupe ou d'une personne, il va falloir répondre à deux questions. À quel danger telle population, telle personne, dans telle circonstance est-elle vulnérable? Et donc, il faudra fixer une frontière, ça les juristes en principe savent faire, c'est-à-dire un seuil à partir duquel cette population doit être protégée. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui rend cette personne ou ce groupe de personnes particulièrement vulnérables, c'est-à-dire quelles sont les circonstances internes ou externes sur lesquelles on peut ou non agir. Et là, on retrouve la question des politiques publiques, de prévention, de réponse, d'insertion qui vont permettre d'agir. Ces questions, elles s'adressent d'abord aux décideurs publics, avant de s'adresser aux juges, puis aux juges constitutionnels en dernier recours. D'abord, qui protéger? La vulnérabilité n'est-elle pas inhérente à la nature humaine? On l'a dit à plusieurs reprises, ne sommes-nous pas tous vulnérables au moins à un moment de notre vie, lorsque nous sommes enfants, lorsque nous devenons vieux, lorsque nous sommes malades, etc. Donc, quelle vulnérabilité justifie que soient organisées des protections particulières? Et la difficulté, c'est qu'il n'existe pas de différence de nature, mais seulement d'intensité, entre les vulnérabilités qui méritent d'être protégées dans une société démocratique et celles qui sont inhérentes à la nature humaine. Donc, pour être prise en compte, la vulnérabilité doit atteindre un certain degré d'intensité. Et cette appréciation du degré d'intensité, c'est-à-dire de la frontière, c'est-à-dire du seuil, est nécessairement mouvante et empreinte d'une certaine subjectivité. Pour répondre à ces questions, les sociétés modernes ont inventé beaucoup de concepts, beaucoup plus positifs mais tout aussi flous: l'insertion sociale et professionnelle, la politique de la ville, la lutte contre l'exclusion, les plans de lutte contre la pauvreté, les politiques de cohésion sociale et plus récemment encore le care dont on parlait tout à l'heure et le vivre ensemble. Elles ont aussi développé des politiques publiques qui ont un coût et qui, en période de restriction budgétaire, obligent à de difficiles conciliations. Ainsi, en France, les pouvoirs publics ont créé des dispositifs de plus en plus complexes qui cherchent en effet à protéger,
mais aussi à éviter les abus pour éviter des coûts supplémentaires. Ces dispositifs créent des catégories, des seuils, des frontières, des conditions, des restrictions qui, pour inévitables qu'elles soient, rendent leur maniement particulièrement difficile. C'est ce qui explique le taux de non-recours et plus généralement les difficultés de mise en œuvre qui sont évoquées par d'autres intervenants. Alors, face à cette situation, quelle protection le Conseil constitutionnel apporte-t-il ? Pour les raisons que je viens d'évoquer, le Conseil constitutionnel exerce dans ce domaine un contrôle assez peu intense, pour utiliser un terme diplomatique. S'agissant de droit-créance, qui implique la mobilisation de moyens publics, le Conseil constitutionnel laisse une grande marge de manœuvre au Parlement. Il utilise à cette fin deux considérants de principe. Premier considérant de principe, la Constitution ne confère pas au Conseil un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. C'est un considérant assez commode qui permet de ne pas s'intervenir trop dans des domaines où effectivement nos décisions pourraient impliquer des coûts supplémentaires. Et le deuxième considérant, il n'appartient pas au Conseil de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie. Donc, on contrôle l'objectif, mais on ne contrôle pas la manière dont il est rendu effectif, dont la garantie des droits est rendue effective. Lorsqu'il dégage un objectif de valeur constitutionnelle, par exemple le droit à un logement décent, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il incombe tant au législateur qu'au gouvernement de déterminer, conformément à leurs compétences respectives, les modalités de mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnelle, que le législateur peut à cette fin modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieurement promulguées, à la seule condition de ne pas priver de garantie légale des principes à valeur constitutionnelle qu'elles avaient pour objet de mettre en œuvre. Donc, si le Conseil affirme des principes qui s'imposent au législateur, il est assez peu exigeant sur les modalités de mise en œuvre, puisqu'il permet au législateur, finalement, de revenir en arrière, d'augmenter, de diminuer des protections qui ont déjà été accordées. Donc, il contrôle la nature des objectifs poursuivis par le législateur et le caractère proportionné de la conciliation qu'il opère avec d'autres principes de valeur constitutionnelle, et c'est le contrôle essentiel qu'il exerce. En effet, protéger des personnes vulnérables, leur accorder des droits sociaux, implique de porter atteinte à d'autres droits également protégés par la Constitution. Les droits qui peuvent être atteints, c'est le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, tous droits qui sont tirés de la déclaration de 1789, dont on a vu qu'il faisait partie du bloc de constitutionnalité. La jurisprudence constitutionnelle, pour protéger les personnes vulnérables, je les appelle vulnérables par commodité, mais nous ne les appelons jamais vulnérables, elle s'appuie essentiellement sur le préambule de 1946, le premier alinéa, essentiellement sur le premier alinéa qui concerne les droits inaliénables et sacrés, plus particulièrement le principe de sauvegarde de la dignité humaine, ainsi que sur les alinéas 10 et 11 du même préambule, dont la rédaction est très générale. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, etc. On peut ajouter à cela le droit à l'emploi, qui est garanti par l'alinéa 5 du même préambule de 46. Chacun a le droit d'obtenir un emploi. Et nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Le Conseil constitutionnel déduit de ces dispositions le principe de solidarité
envers les personnes défavorisées. Par exemple, dans une décision de 2009, il a reconnu ce principe à propos de l'extension du RSA aux jeunes de 25 ans ayant eu une expérience professionnelle. Il a dit le principe de solidarité envers les personnes défavorisées justifie qu'on adopte de telles mesures. Le droit aux prestations sociales, qui se déduit du principe de solidarité, mais on le verra, les prestations sociales, eh bien, le Conseil a admis qu'on puisse en diminuer le montant, de modifier le nombre des bénéficiaires, etc. Le droit à une vie familiale normale, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection de la santé individuelle et collective, le droit à un logement décent et le principe de non-discrimination dans l'emploi. On observera que ces principes, tirés du préambule de 1946 par la jurisprudence constitutionnelle, ont essentiellement permis au Conseil de valider les dispositions qui lui étaient soumises et de justifier les atteintes ainsi portées à d'autres principes de valeur constitutionnelle. Les décisions de censure dans le domaine de la protection des vulnérabilités sont exceptionnelles. Et j'ajouterai deux autres observations qui tiennent à la nature du contrôle du Conseil. D'abord, le Conseil exerce un contrôle totalement abstrait, donc il ne tient pas compte dans son raisonnement en tous les cas, même si évidemment il n'est ni aveugle ni sourd et qu'il va lire un certain nombre de choses avant de rendre sa décision. Dans le raisonnement du Conseil et dans la décision qu'il rend, il ne tient pas compte de circonstances de fait, même d'éléments qui sont indiscutables. Par exemple, on parlait tout à l'heure, si on parle du principe de protection de la santé, il ne va pas tenir compte des données qui sont pourtant indiscutables sur les inégalités de santé entre le risque de mortalité d'un ouvrier ou d'un cadre. Donc, son contrôle est purement abstrait. Et la deuxième observation, c'est que les personnes vulnérables, elles saisissent assez peu souvent le Conseil constitutionnel. En contrôle a priori, c'est un droit de l'opposition, on est saisi en contrôle a priori, c'est-à-dire dans le mois qui suit l'adoption de la loi et avant sa promulgation, on est saisi en général par l'opposition parlementaire qui peut s'intéresser à la protection des vulnérabilités, mais ce n'est pas forcément sa préoccupation essentielle. Et en question prioritaire de constitutionnalité, c'est pas un hasard si les questions qui sont les plus nombreuses sont des questions fiscales. Les questions qui concernent les vulnérabilités ne sont pas nécessairement les plus importantes et on le sait bien, l'accès à la justice des personnes vulnérables, les personnes vulnérables, elles sont souvent saisies par la justice, elles sont rarement actrices, c'est-à-dire elles sont rarement demandeuses devant la justice et donc du coup, il me semble que ça introduit un biais dans l'analyse qu'on peut faire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, essayons un petit tour d'horizon qui ne sera pas exhaustif compte tenu du temps qui nous est imparti. D'abord, le Conseil constitutionnel a dégagé le principe de solidarité dans un considérant de principe, lorsqu'il a examiné la loi de lutte contre l'exclusion en 1998, il a dit « Le principe d'égalité n'interdit pas au législateur de faire supporter à certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres personnes ». Voilà, c'est un considérant qui a été repris à plusieurs reprises. Il a rendu également plusieurs décisions concernant ce qu'on pourrait appeler les besoins essentiels de la personne, en s'appuyant à la fois sur le principe de sauvegarde de la dignité humaine et sur l'alinéa 10 du préambule de 1946. Il a dégagé un objectif de valeur constitutionnelle, le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent. Décision de 1995, loi relative à la diversité de l'habitat, où il voulait ainsi justifier les mesures relatives à l'accueil des gens du voyage et plusieurs décisions successives ont fait référence à ce droit à un logement décent.
Dans la loi de lutte contre l'exclusion, le Conseil justifie l'atteinte apportée au droit de propriété par des dispositions permettant les réquisitions de logements. Il est ainsi, dit-il, loisible au législateur d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, à la condition que celle-ci n'ait pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. Le Conseil a fait toutefois une réserve d'interprétation pour encadrer strictement les réquisitions et limiter ainsi les atteintes portées au droit de propriété. On voit bien que là, il exerce un contrôle assez strict. De même, il l'a fait dans la loi SRU du 7 décembre 2000. Il a censuré une disposition qui maintenait certains logements dans le parc social et il a considéré que, et là, il a porté une appréciation dans cette décision de 2000, il a porté une appréciation sur les conséquences de la politique publique qui était conduite, qui était prévue par cette loi, puisqu'il a dit le Conseil a estimé que la disposition critiquée n'apportait pas à la réalisation de l'objectif constitutionnel d'accès de tous à un logement décent une contribution justifiant une telle atteinte. Donc il a considéré, et là il a porté, c'est une des seules fois où il a porté sur l'action du législateur un regard assez sceptique finalement. Et c'est également en s'appuyant sur l'objectif de logement décent, de faire accéder l'ensemble de la population à un logement décent, qu'il a validé dans une décision du 29 mai 2015 une disposition interdisant d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales. Et il a indiqué qu'en prévoyant que cette interdiction s'impose, quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013, il a cité les travaux préparatoires dans sa décision, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau, que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Ce qui est intéressant dans cette décision et par rapport au non-recours qui sera discuté demain, c'est que le Conseil constitutionnel a admis implicitement qu'on pouvait, pour toucher la cible des personnes qui étaient privées d'eau, non pas parce qu'elles étaient de mauvaise foi, mais parce qu'elles avaient une absence de ressources, eh bien, pour toucher cette cible, il fallait intégrer l'ensemble de la population concernée dans la disposition. Parce que c'est ça qui a été discuté, parce que le fournisseur d'eau, qui était demandeur à la QPC, disait, mais enfin, les mauvais payeurs, les gens de mauvaise foi, etc. Et finalement, le Conseil constitutionnel a admis implicitement que pour toucher la cible, il fallait considérer que tout le monde était intégré. Le droit à la protection de la santé, nombreuses décisions sur le droit à la protection de la santé, la plupart des décisions sont des décisions de validation. C'est la protection de la santé qui a permis de valider la loi Evin et la loi de modernisation de la santé publique, la loi Evin en 91 et la loi de protection de la santé publique en janvier 2016, et en particulier de justifier les atteintes au droit de propriété, en particulier au droit des marques et à la liberté d'entreprendre de l'industrie du tabac. C'est l'histoire du paquet neutre, etc., dont vous avez tous entendu parler. Il a également validé, sur le même fondement, l'obligation faite à l'industrie pharmaceutique de publier les rémunérations versées aux professionnels de santé, justifiant ainsi l'atteinte portée au respect de la vie privée. C'est dans la même décision de 2016. Là, c'est des décisions où la protection de la santé justifie des atteintes importantes à porter au droit de la propriété. Là, dans la décision de 2016, on a admis une protection extrêmement puissante du droit de la santé, puisque le paquet neutre faisait presque disparaître la propriété de la marque
de tabac. Il a également validé la loi relative à la CMU en estimant qu'il était possible pour le législateur d'instituer au profit de ses bénéficiaires, compte tenu de la faiblesse de leurs ressources et de la situation de précarité, là c'est le mot précarité qui est utilisé, une prise en charge intégrale des dépenses de santé et une dispense d'avance de soins. Il a aussi validé dans une décision relative à la loi de finances 2011 le droit de timbre de 30 € exigé pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se faire soigner. Cette disposition a été contestée parce qu'on considérait que c'était un obstacle à l'accès aux soins, mais à ce moment-là, dans cette décision de 2011, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait opéré une conciliation non disproportionnée entre l'exigence constitutionnelle d'une part du bon emploi des deniers publics et de la lutte contre la fraude et d'autre part du droit à la protection de la santé. Dans le même sens, il a validé les dispositions qui mettaient à la charge des justiciables les droits de plaidoirie. On reprochait à ces dispositions de faire obstacle à l'accès à la justice, au procès équitable, à l'exercice des droits de recours. Et il a validé, ça les droits de plaidoirie, c'était en 2011, et il a validé également les dispositions qui prévoyaient une contribution pour l'aide juridique de 30 € et de 150 € en première instance. Et le Conseil a estimé que ces contributions, eu égard à leur faible montant, c'est une appréciation assez subjective finalement, du Conseil constitutionnel, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif. Il a donc, d'une certaine manière, défini par défaut un seuil de contribution raisonnable. S'agissant de la protection des personnes privées d'emploi, le Conseil a jugé qu'il était loisible au législateur de prévoir l'affectation d'une partie des cotisations à des mesures de reclassement ou de réinsertion destinées à des salariés privés d'emploi, mais il a estimé que l'attribution des avantages résultant de ce régime pouvait, sans méconnaître aucun principe constitutionnel, être subordonnée à l'absence de refus sans motif légitime d'un travail ou d'une formation. Là, on retrouve le droit assez moralisateur. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce type de disposition ne méconnaissait aucun principe constitutionnel, que c'était la liberté du législateur. Le Conseil a également validé la loi sur la décentralisation du RMI en 2003 en estimant que les mesures critiquées étaient en rapport direct avec la finalité d'intérêt général poursuivie par le législateur en matière de lutte contre le chômage et l'exclusion. Là, on retrouve la lutte contre le chômage et l'exclusion et non pas la précarité. Mais c'est également au nom de cette finalité d'intérêt général et de la précarité de la situation des jeunes sur le marché du travail et notamment des jeunes les moins qualifiés qu'il a validé la loi portant institution du contrat première embauche, qui n'a pas vécu très longtemps, mais qui avait été validée par le Conseil constitutionnel. C'était la loi pour l'égalité des chances en 2006. S'agissant des conditions de travail, le Conseil a validé les dispositions limitant le travail de nuit prévues par le Code du travail, en estimant qu'elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée, cette fois, à la liberté d'entreprendre. C'était l'affaire de 4 avril 2014, c'était la société Sephora qui était requérante. Il a également jugé conforme, sur le fondement du principe de sauvegarde de la dignité humaine et du droit à un logement décent, une disposition qui obligeait le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à assurer l'hébergement des salariés d'un sous-traitant dès lors qu'ils sont soumis à des conditions d'hébergement indignes. Mais le Conseil a aussi validé les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées. Par 2 décisions de 2013 et 2015, il a estimé que, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, le législateur avait assuré une conciliation équilibrée entre les droits et libertés garantis par la Constitution d'une part et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, ainsi que les finalités assignées à l'exécution des peines privatives de liberté d'autre part. Donc, dans ce domaine, les exigences du Conseil restent modestes et se rattachent essentiellement au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Il a considéré que le fait qu'il n'existe pas de contrat de travail en prison
et le fait qu'il n'existe pas non plus d'autres dispositions protectrices du droit du travail étaient conformes à la Constitution. Je passe vite sur les prestations sociales, puisque j'ai déjà dit que le Conseil avait admis qu'on pouvait les diminuer. En particulier, il a validé récemment une diminution de l'allocation adulte handicapé qui avait été très contestée, et il a également validé les restrictions apportées à l'attribution du RSA aux étrangers. Pour terminer, je dirais que, et je n'aborde pas parce que ce sera abordé demain, les questions, la vulnérabilité dans le domaine du droit pénal, circonstances aggravantes dans le domaine du droit pénal, mais dans ce domaine, le Conseil constitutionnel n'a pas fait d'apport déterminant. Alors, 3 conclusions sur ce trop rapide tour d'horizon. D'abord, une certaine timidité du Conseil s'agissant de droits-créances qui implique un engagement financier des pouvoirs publics, et c'est ce qui explique en grande partie la timidité du Conseil. Des décisions qui affirment régulièrement des principes sans en déterminer la portée, et les principes servent surtout à valider les dispositions qui sont soumises au Conseil constitutionnel et ne servent que très rarement à censurer. La plupart des conseils constitutionnels européens sont également très prudents sur les droits sociaux. La plupart des cours constitutionnels veillent à un équilibre entre les ressources disponibles et la garantie des droits sociaux. Le point d'équilibre, vous l'avez compris, étant éminemment variable selon les pays et selon les époques. Cette tendance a évidemment été largement aggravée par la crise. Cependant, certaines cours sont allées plus loin, notamment la Cour allemande qui a reconnu un droit à un minimum vital, c'est la décision de 2010 Art 4, tout en admettant, tout en reconnaissant ce qu'ils appellent la réserve du possible, ce que beaucoup de cours européennes appellent la réserve du possible, c'est-à-dire dans la mesure du possible, et la Cour d'Espagne et surtout le tribunal constitutionnel du Portugal qui ont annulé plusieurs décisions qui restreignaient les droits sociaux en période de crise et qui ont obligé ainsi le législateur à y revenir. Je dirais que le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Le Conseil a dégagé un certain nombre de principes. Je dirais qu'il lui reste maintenant à en préciser la portée. Il reste aussi à s'interroger sur ce qu'on attend d'une meilleure protection des personnes vulnérables, parce que finalement, comme vous l'avez vu, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est encore assez hésitante, à la fois sur les mots, sur l'intensité de la protection, qui va dépendre aussi du principe constitutionnel qui se trouve en face. Donc, il s'agit de savoir si le Conseil constitutionnel, à l'avenir, définira une sorte de panier de droits ou de besoins minimaux, de besoins essentiels minimaux, ou si elle déterminera les moyens de l'autonomie et de la liberté pour chacun de choisir sa vie, qui est autre chose que l'autonomie dont parlait ce matin, tout à l'heure, le philosophe Guillaume Leblanc. Voilà, je sais que j'ai été trop longue, mais c'est toujours un peu la difficulté de l'exercice, et je vous remercie.